Hello mes cocos, hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur AgroFood Business. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous êtes food entrepreneur ou bien que vous avez des projets dans le domaine food. Alors, je suis Rita Aibokofi, je suis passionnée de business autour de la food industrie et je vous accompagne dans le lancement de vos produits, dans la gestion de votre entreprise food. Voilà, ça va même jusqu'à de la création d'entreprise à la création de produits food et jusqu'à la gestion des entreprises et à la gestion des ressources humaines. Donc, si vous avez un restaurant, une unité de transformation et tout ça, nous vous aidons à bien gérer votre personnel, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, je suis ivoirienne vivant en France et je suis passionnée de bouffe comme vous. Voilà, et je sais que on peut en faire quelque chose de très lucratif, que ce soit à côté d'un boulot qui vous offre la stabilité financière ou en tant que source de revenus principale. Voilà. Donc, ah oui, j'oubliais. Est-ce que tu es abonné? Toi-même, tu sais que je vais te demander. Est-ce que abonne-toi? Je n'ai pas trop envie d'être lourde là-dessus. Avant, je ne le disais pas. Les gens, ils regardaient, ils partaient. Donc, je suis obligée moi-même à chaque fois de me rappeler. Si tu es abonné, active la cloche. Bon, assure-toi d'avoir bien activé la cloche là. Tu vois le dernier niveau, c'est-à-dire le niveau où il y a un petit mouvement qui se passe là. C'est un peu comme si qui te dit que pour toutes les vidéos, ça te prévient et appuie là-bas. OK? Quand tu finis d'appuyer là-bas, tu likes. Tu likes, tu me fais un commentaire. Coucou. Tu peux mettre coucou. Voilà. Mais même juste un coucou, ça passe aussi. OK? Tu peux m'appeler Tata Riri, hein. Tu peux m'appeler Tata Riri, ça passe très bien. Tata Rita. Voilà. Ou bien si tu es habitué au mot tanti, tu mets tanti Rita. Ça passe très bien aussi. Voilà. Bon, mes cocos, c'est parti. Alors, donc, bienvenue chez AgroFood Business. Nous sommes un organisme de formation hein, déclaré, reconnu et tout ça. On vit en France. Donc, mais on agit partout sur la Terre. Tu as compris? C'est les mêmes règles, c'est les mêmes ventres, c'est les mêmes humains. Donc, aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire facile, dans une histoire fascinante. Ah, en fait, j'ai créé une playlist de flop, top et innovation dans le business alimentaire et autres. Donc, on va découvrir des choses fascinantes, des choses qu'on pourra appliquer dans nos propres business et tout le reste là. Donc, quelque chose d'un peu plus détendu parce que j'ai trop l'habitude de traiter les sujets sérieux. Voilà, je ne sais pas. Peut-être que ça va vous plaire. Je veux sentir du mouvement, je veux vous sentir, que ce soit dans les commentaires, dans les likes, dans les choses, OK? Je veux vous sentir, je veux vous sentir. Et quand ça va arriver à un niveau de sentence intéressant, on va peut-être faire des lives et autres, OK? C'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler d'un produit, c'est-à-dire New Coke. C'est une reformulation qui a provoqué une révolte des fans. Donc, euh, l'une des plus grandes erreurs de marketing de tous les temps, c'est ça. OK? Donc, en 1985, Coca-Cola, le Coca que tu connais, t'inquiète, la marque Coca-Cola, donc très populaire dans le monde entier. Qui ne connaît pas Coca? Coca décide de changer sa recette. Donc, la recette de son produit emblématique. Résultat, une révolte des consommateurs. Et une leçon importante dans la fidélité à une marque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet échec légendaire? Et puis, voilà, on va découvrir ensemble. Déjà, il faut savoir que moi, même dans un supermarché, quand on change l'emplacement des choses, je suis capable de laisser de partir. Je n'ai pas le cardio pour rechercher les choses. Ça m'énerve. Encore plus changer de goût, mais tu as l'impression même qu'on t'a arraché quelque chose, qu'on t'a coupé un doigt ou quelque chose. Quand tu vois, en plus, quand ce n'est pas une surprise positive, c'est vraiment embêtant. Okay? Donc, l'idée ici, c'est que dans les années 80, Coca faisait face à une concurrence féroce de Pepsi. C'est-à-dire que Pepsi les a secoués, remués, jetés à gauche, jetés à droite. Ils ont dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Et Pepsi avait même une campagne appelée Pepsi Challenge. Ça montrait que les consommateurs préféraient souvent le goût de Pepsi à l'aveugle. Oh, la foutaise. La foutaise. Donc, Pepsi Challenge, là, c'est quelque chose de plutôt. C'est un challenge. Au moment, c'est fait par Pepsi, mais dans les trucs à l'aveugle, les différentes démonstrations, ils ont montré que les gens préféraient le goût de Pepsi. Donc, je pense que Coca s'est dit, il y a peut-être un problème dans notre goût. Il y a peut-être un problème dans. Hein? Donc, pour gagner du terrain, Coca a décidé de reformuler sa recette pour proposer une version plus douce, plus sucrée, proche de Pepsi. Franchement, à cet instant précis, qu'est-ce que vous auriez fait?
Moi, je pense que oui, effectivement, c'est tentant. Puisque ton concurrent monte par A plus B, que les gens préfèrent son goût, tu te dis que ton goût a un souci, que ça a besoin d'une bonne reformulation, ça a besoin d'un pipe, mon, je sais pas quoi, pipe ma boisson, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Tu as besoin d'un vrai renouveau, d'un vrai make-up gustatif. Hum, OK, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu des problèmes. Donc, en avril 85, Coca a annoncé que la recette originale est remplacée par oui, New Coke, nouvelle Coke, New Coke. Pour ceux qui ne regardent pas ou qui écoutent juste, vu que je ne me montre pas, donc peut-être qu'il y en a qui ne regardent pas sur l'écran. Je ne sais pas si dans le montage, je vais écrire New Coke. Donc, l'entreprise investit massivement dans une campagne marketing pour promouvoir cette nouvelle version dite améliorée de leur goût. Ah, Coca, de toute façon, c'est une marque iconique avec plus d'un siècle d'histoire. Donc, la recette originale, bien que secrète, était profondément enracinée dans la culture américaine. Ça se passe aux États-Unis. Mais même si tu partais en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou je ne sais pas quoi, je pense que, bon, les gens ils allaient te dire la même chose. Hein. Qui avait envie de changer? Il y a des choses, on n'a pas envie de changer de goût. On n'a pas envie. Écoute, moi-même, je suis spécialisée dans le fait de prendre les coca de la sous-marque actuellement, surtout que les marques distributeurs maintenant ont leur coca. Ça, c'est ma spécialité. Ça. Je ne sais pas pourquoi. J'aime trop ça. Je préfère ça au vrai coca. Mais si tu m'échanges ça, mais c'est dramatique. OK, on se concentre. Euh, donc, Coca, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Donc, la décision de changer, ça a été perçu comme un affront par de nouveaux fans, de nombreux fans et des fans fidèles. Imagine ton Coca de la sous-marque que tu achètes chez Super U, chez Intermarché. Tu es contente, tu es content. Et puis, bon, c'est même pas une question de prix, même c'est énervant. Bon, encore si c'est pour aller vers le vrai Coca, il n'y en a pas, mais ça reste au même prix. C'est bon, mais c'est jamais au même prix. Tu vois, ça pique même déjà. Donc ici, imagine ces pauvres gens qui, dans les années 80 et tout, il n'y avait pas il y avait pas ce truc comme maintenant. Bon, voilà. Ah, franchement, ils ont changé le goût du truc, ils ont changé. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent être les petits frères de Pepsi, ils veulent se ressembler, mais en même temps aussi, on peut comprendre leur inquiétude par rapport au Pepsi Challenge qui montrait qu'ils étaient en dessous en ce qui concerne le goût. Donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné puisque c'est rangé dans la playlist des flops? Euh, je vais te donner quelques raisons. Je vais me limiter à 4 raisons. La première raison, il y a eu une erreur en ce qui concerne l'écoute des clients. C'est que les tests de goût qui ont été menés par Coca montraient que les consommateurs préféraient la douceur de New Coke. Eh, Seigneur. Donc, ils ont fait des tests. Hein, et ces tests-là montraient que les consommateurs préféraient la douceur de New Coke par rapport à la recette originale que on connaît. Mais ces tests ignoraient un point crucial, c'est-à-dire que les consommateurs ne buvaient pas seulement Coca-Cola pour son goût, mais aussi pour son symbolisme et son histoire. Il s'agit des États-Unis. Donc, eux, voilà, apparemment, il y avait une histoire de symbole et histoire. Je ne sais pas pour vous, moi, je bois parce que j'aime trop. Si tu me mets le coca transparent, c'est le même goût, ça ne va pas aller. Si tu me mets le coca dans un autre genre de bouteille, ça va pas. Parce que c'est coca, quoi, en fait, je ne sais pas. Donc, eux, c'est le symbolisme et l'histoire. OK. Donc, il y a des gens pour qui il y a une histoire derrière. La deuxième chose, c'est que il y a une décision perçue comme une trahison. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, pauvre client. Oh là là là. La déception qu'ils ont dû ressentir. Ah ouais, c'est surtout, ouais, et puis une impression de ne pas être écouté peut-être aussi. Donc, les consommateurs fidèles ont vu ce changement comme un reniement des valeurs de la marque. Donc, c'est une véritable révolte qui s'est formée avec des pétitions. Les clients, vous allez nous tuer un jour. Les clients, les consommateurs. Waouh! Donc, ils ont fait une révolte, ils ont fait des pétitions, ils ont fait des appels au boycott. Mais ça, c'est grave, mais touche pas à mon business. Tu sais pas que tu veux juste te fâcher pour que je rectifie. Mais si on me boycotte et que je ferme, que mon entreprise en faille, où est-ce que tu vas trouver du coca encore? Ah, vraiment, les clients, ayez pitié des gens. Donc, des appels au boycott et même des plaintes écrites à l'entreprise.
Plainte écrite à l'entreprise, c'est normal. Mais boycott, franchement, vous aussi, vous étiez dur, hein, en 86 ou 85, là, vous étiez très dur. La troisième raison, une sous-estimation de l'attachement émotionnel. Ça, c'est vrai. Mais, mais au fait, ce que les clients, ils savent pas, les clients ne sont pas là pour nous comprendre, c'est que toi, tu cherches des solutions pour leur plaire à nouveau ou pour les fidéliser à fond. Et tu ne sais pas lequel des boutons qui sont à ta disposition va les rapprocher encore plus ou va les repousser. Donc, tu essayes, tu fais des tentatives, tu vois. Bon, après, s'ils en sont arrivés à faire des pétitions et consorts, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'impression d'être écoutés, mais c'est tellement une grande entreprise Coca que tu imagines, après ce qu'ils ont appelé leur phase de test, ce qu'ils avaient comme euh, ingrédients déjà prêts, les matières premières déjà prêtes, le nouveau process de fabrication déjà prêt, les nouveaux ouvriers bien formés, hein, les nouvelles machines. C'est pas facile aussi. Donc, Coca n'était pas seulement une boisson, c'était aussi un élément de la culture américaine qui était associé à des valeurs et des traditions bien précises. Donc, New Coke, donc la nouvelle recette là, a brisé ce lien émotionnel et puis ça provoquait vraiment un rejet massif envers Coca. Bon, la quatrième raison, une campagne marketing décalée. Les gens ont trouvé que la campagne marketing était décalée. Donc, les publicités insistaient sur le fait que New Coke, donc la nouvelle recette, était meilleure que l'original. Bon, on apprend, hein? Donc, ça veut dire quoi? Si tu es en difficulté et que tu essaies de rajouter nouvelle recette par rapport à une autre, c'est très délicat de dire que ma recette, tu fais une comparaison entre toi et toi-même, hein? Hein? Une comment ça? Une comparaison interne. Hein? Et tu dis que mon produit tant que j'envoie pour remplacer mon produit B que j'envoie pour remplacer le produit A est mieux que A. Eux, ils n'ont pas digéré. Les clients n'ont pas digéré ça. Donc, ça offensait les consommateurs attachés à la recette classique du genre, mais tu te fous de qui? Mais de qui se fout-on? Hum. Donc, il y a un club de fans. Et on les appelle les Old Coca Drinkers. Donc, c'est que les anciens buveurs de Coca, ou bien les buveurs, non, c'est les buveurs d'anciens Coca, les buveurs d'anciens Coca. Donc, l'ancienne recette là, hein, c'est ça, aficionados, je ne sais pas comment on les appelle, les accros là. Voilà, ils ont créé leur club, ils ont créé leur syndicat. Donc, ils se sont constitués en ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si c'est un club, une association, ce qu'ils veulent, pour exiger le retour de la nouvelle recette originale. Je trouve que c'est gentil. En tant qu'entrepreneur, là, je parle au petit niveau entre nous ici, les porteurs de projets, les entrepreneurs food. Si des clients se mettent ensemble pour dire que ramène tant, nous, on est qui pour ne pas faire? Écoute, on n'est pas coca. Hein. Si tu dis ramène-moi tant, vous êtes nombreux et tout. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est vrai que j'imagine les moyens qu'ils ont mis derrière. Donc, ils ont reçu un soutien médiatique massif, c'est-à-dire que ce club-là a reçu un soutien médiatique massif. Ils ont même transformé le mouvement en une véritable crise pour Coca, Seigneur Jésus-Christ. C'est que c'est devenu maintenant un, un os, mais un caillou dans la chaussure de Coca qui ne pouvait plus maintenant bien marcher. Tu ne veux pas m'écouter? OK. Je te parle, tu ne m'écoutes pas? OK. Là, maintenant, je vais chercher des amis et puis on va t'empêcher de respirer. C'est ce qu'ils leur ont fait. Donc, ici, les leçons qu'on peut en tirer. De toute façon, Coca est encore là. Donc, ça va. Tout se passe bien. Voilà. Nous, on est là maintenant pour en tirer des leçons parce que ce qu'on veut, c'est de créer des entreprises qu'on va dire générationnelles, hein, des entreprises qui vont tellement bien marcher qu'on va léguer à nos enfants, un peu comme pour Bernard Arnault qui est encore dans sa société, puis qui a ses enfants dans sa société, chacun a son rôle. On veut maintenant laisser des entreprises alimentaires ou agroalimentaires, de restauration et autres, où euh, voilà, générationnel. Quand tu prends ta retraite, tes enfants prennent la relève et que tu vois l'impact de ton travail toute ta vie. C'est bon, c'est mieux que de faire des choses. Aujourd'hui, tu vends des gâteaux, demain, tu vends du jus, après, demain, tu vends des sacs à main, après, tu vends des perruques, tout est mélangé. OK? On va rester bien focus dans notre niche tranquillou et puis faire des petits prospérer. OK? Donc, les leçons qu'on peut en tirer. Un, ne sous-estime jamais l'attachement émotionnel de tes clients par rapport à un de tes produits. C'est-à-dire que tout changement, vraiment, il faut réfléchir, il faut faire des tests, il faut vraiment t'assurer. En tout cas, propose toujours la version de base. Hein? Et puis, tu proposes aussi l'autre, je pense. Hein? Donc, les consommateurs ne choisissent pas seulement un produit pour ses attributs objectifs. Il y a des choses qui ne sont pas objectives.
Hein. Ça sera vraiment des émotions. Puis la fidélité maintenant va aller avec tout ça. Donc, les émotions et la fidélité vont jouer un rôle clé. Si tu proposes une recette ou un produit emblématique, garde toujours une option classique pour ne pas aliéner ta base, pour ne pas, oui, aliéner ta base fidèle. Propose, c'est pas forcé, tu ne peux pas les obliger, on n'est pas à l'armée ici. Tu peux pas les obliger à boire, bois New Coke, bois New Coke, bois New Coke, laisse la recette originale. Mais non, jusqu'à faire des campagnes pour dire non, recette New Coke est mieux que l'ancienne. Ils auraient dû, donc ça veut dire que la première, ils auraient dû présenter les deux versions. Voilà. Maintenant, deuxième chose qu'on peut faire, c'est de tester les hypothèses au-delà même de tout ce qui est préférence gustative. Donc, Coca a commis l'erreur de penser que le goût était le seul critère d'attachement des consommateurs. Tu vois ça. Tu vois ça. Le goût ne fait pas tout. Donc, interroge tes clients sur les valeurs qu'ils associent à ton produit. Pas seulement sur les caractéristiques du style, goût, tout ça. Il faut vraiment causer, hein? Cause avec tes clients et tout. Si tu as l'étape de faire des choses gratuitement pour l'instant parce que tu es en train de tester, faut aussi, c'est valable. Ce n'est pas une question d'argent, c'est vraiment pour ça, les préférences, les choses, voilà, les attachements, tout ce qui est émotionnel aussi autour de ton produit, tout ce qui s'explique un peu difficilement. Voilà. Maintenant, la troisième chose, c'est que tu dois anticiper sur la réaction de ta clientèle fidèle. Je parle des fidèles, hein. Je ne parle pas des clients qui sont là aujourd'hui, demain, ils ne sont pas là et tout. Ceux qui te supportent, ceux pour qui quand tu es même fatigué même de faire, par exemple, si tu es dans la production de, qu'est-ce que, tu es dans la production, par exemple, d'épices, des marinades et tout, et, qui donnent l'effet genre barbecue américain, tu vois, il suffit juste de badigeonner les trucs, la viande ou le poisson, ça donne un effet barbecue, vraiment que les gens n'arrivent pas à trouver chez eux, même avec leurs propres épices quand ils font leur mélange, tu vois. Bah, par exemple, euh, avoir une fan base, il a appelé ça fan base, mais c'est clientèle base, quoi. C'est vraiment bien, ça te pousse, tu dis, oh, j'étais combattu de partout, mais je vais le faire. Et ça te pousse à être discipliné. Hein? Ça te pousse à discipliner, surtout quand tu as un travail à côté ou quand tu es en mode, tu cherches vraiment des ressources, des prêts, autre chose encore pour vraiment soulever ton business, injecter des sous. Tu penses à tellement de choses, mais ces personnes-là te ramènent à l'essentiel. Tu dois produire. Tu dois produire. Voilà. Euh, donc, j'en étais où déjà? Ouais, anticiper sur la réaction de ta clientèle fidèle. Parce que le lancement de Nuco, par exemple, aurait pu être présenté comme une édition limitée. Tu vois ça? Donc, ils auraient pu présenter ça comme une édition limitée. Et ça, je pense que McDo le fait souvent. Avec des sandwichs sans technique là, qui viennent, après, ça part, ils ne reviennent plus. Je pense qu'ils étudient les statistiques et ils voient que ça a foiré. Et puis, nous, on voit ça comme un truc qui a été en édition limitée. Ça ne les définit pas du tout. Par exemple, si j'ai mis mon argent dedans, je n'ai pas aimé, c'est pas grave. Moi, c'est ma spécialité. Toujours acheter les sandwichs édition limitée. Après, voilà, c'est pas grave. Si c'est pas bon, si c'est dégueulasse ou j'aime pas un truc, je ne vais pas dire c'est McDo qui est comme ça. Non, c'était un truc édition limitée, j'ai tenté, j'ai pas aimé, tu vois. Et là, du coup, ta réputation ne prend pas forcément un coup. Mhm. Donc, il faut présenter ça comme une édition limitée. Donc, dans ton cas, si tu comptes améliorer quelque chose dans ta recette, essaie de présenter ça comme une édition limitée. Déjà, même, tu as compris que si tu es têtu, tu dois proposer les deux recettes. Mais si tu n'as pas trop les moyens ou bien tu veux tester encore plus, tu présentes sous forme d'édition limitée avec une alternative où la classique existe toujours. Hein, pour ne pas faire un remplacement total. Si tu veux innover, tu gardes l'option originale en parallèle pour éviter une réaction négative. Voilà. Et puis maintenant, il faut savoir que moins de 3 mois après le lancement de New Coke, Coca-Cola a réintroduit la recette originale sous le nom Coca-Cola classique. Ce n'est pas tout ce qu'on vous demandait. Mais voilà, mais voilà, mais voilà. Ironiquement, la, Ironiquement, la crise a renforcé l'image de Coca-Cola auprès des consommateurs et ça a augmenté les ventes de Coca après un retour de la recette originale. C'est-à-dire que Coca et ses clients se sont battus, ils se sont serrés les coups, ils se sont giflés, ils ont fait les clubs de aide-moi à détester, ils ont fait les clubs de boycott, tout, se sont bien tapés. Après ça, maintenant, Coca a décidé de faire revenir la version classique. Coca aussi, vous aimez les problèmes, hein?
Et là, maintenant, l'amour est revenu encore plus fort. C'est comme un couple qui était vraiment sur le point de divorcer. Vraiment, chacun avait pris son appartement. Et puis après, les choses se sont arrangées. C'est devenu encore plus fort, encore plus soudé. Donc, c'est super. Donc, euh, l'histoire de New Coke ici est aujourd'hui utilisée comme une étude aussi de cas dans les écoles de marketing pour illustrer l'importance de la fidélité à une marque. En conclusion, New Coke nous enseigne une leçon précieuse. Le changement n'est pas toujours, surtout le changement radical n'est pas toujours la meilleure solution, surtout s'il remet en cause tes fondations, les fondations de ta marque. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aurais été pour ou est-ce que tu aurais été contre? Est-ce que tu es quelqu'un qui change facilement d'habitude, que ce soit alimentaire ou autre? Voilà. Et puis, si tu veux éviter ce genre d'erreur, dans ton propre business de projet ou ton projet alimentaire, rejoins-nous dans notre accompagnement, dans notre projet Agro Food Business, notre organisme de formation où tu peux penser à moi, hein, Tata Rita. Voilà. Ah, tu peux penser à moi en tant que personne, c'est pareil. OK. Moi, mon organisme, quoi, ouais, c'est pareil. OK. Donc, on va apprendre ensemble à innover tout en respectant les attentes des clients, les règles d'hygiène et tout ce qui va avec. OK. Ce qu'on veut, c'est de créer des entreprises stables, rentables, générationnelles et prospères. Oui, les pépettes, ça compte. Je te fais de gros bisous. Et puis, on se dit à très, très, très bientôt. Et j'espère que tu n'as pas créé aussi la révolte auprès de tes clients ou de tes futurs clients. En tout cas, l'histoire des plus grands, l'histoire de ceux qui sont venus avant vous, avant nous, ça nous permet aussi de nous améliorer et certainement de faire mieux. Voilà. OK. Gros bisous, mes cocos. Gros bisous, mes chéris. Et on se retrouve la prochaine fois. Bisous.